Bonjour, alors vous allez pouvoir compléter grâce à cette vidéo le polycopier du chapitre 5 sur la description d'un fluide au repos. Alors dans cette première partie, nous allons voir la description microscopique d'un fluide et sa définition, qu'est-ce qu'un fluide, et le lien que va avoir la description d'un fluide avec des grandeurs qu'on appelle macroscopiques, c'est-à-dire à notre échelle, que sont la masse volumique, la température et la pression. Donc comment on va pouvoir expliquer l'évolution de ces grandeurs grâce à l'organisation des particules dans un fluide. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un fluide? Donc un fluide est tout ce qui n'est pas solide. Donc par opposition à un solide, un fluide n'a pas de forme propre. Alors une forme propre, c'est une forme bien à lui. Donc un solide, comme un objet, de la glace, a une forme qui lui est propre et qui ne va pas changer si on change de récipient. Par contre, un fluide peut changer de forme et va prendre la forme du récipient qui va le contenir. Alors on a deux types de fluides, donc qui sont les deux autres états de la matière qui font partie de la même famille qu'on considère comme les fluides. Donc on a les gaz qui eux vont occuper tout le volume disponible qu'on leur offre. Alors ils ont la propriété d'être compressibles, c'est-à-dire que l'on peut changer leur volume, on peut les comprimer, on peut également les dilater, c'est-à-dire leur donner un volume plus important. Et on a également les liquides, qui, à la différence des gaz, ont un volume constant et vont être incompressibles. Donc il ne va pas être possible de les comprimer. Alors pour décrire un fluide, donc que ce soit un liquide ou un gaz à l'échelle microscopique, donc à l'échelle des particules, c'est-à-dire des molécules ou des atomes, on va le décrire comme un ensemble désordonné de particules. Donc on dit que ces particules sont dans un mouvement d'agitation permanent. Alors cette agitation va expliquer le fait qu'un fluide puisse se déformer facilement. Donc vous avez une petite animation dont je mettrai le lien dans la description qui permet de voir les molécules bouger pour se rendre compte de leur mouvement exact. Donc ça va être la grande différence entre les fluides et un solide, puisque dans un solide, les particules, c'est-à-dire les molécules ou les atomes, vont être comme figés, avec très peu de mouvements possibles, en réalité aucun mouvement de glissement, mais on a juste quelques mouvements de vibration des molécules sur leur position d'équilibre, donc elles n'ont pas de mouvement à l'intérieur du solide. Donc elles vont être figées soit dans un état cristallin, soit dans un état amorphe, comme vous avez pu le voir en enseignement scientifique. Et à l'inverse, les fluides, donc que ce soit les liquides ou les gaz, leurs particules vont être en mouvement permanent. Donc dans un liquide, les particules, il y a quand même une différence entre les liquides et les gaz dans ces fluides, c'est que dans un liquide, les particules sont en contact très proches les unes des autres. Donc elles se touchent, elles sont donc très proches les unes des autres. Alors elles peuvent glisser les unes sur les autres. Pour un liquide, donc c'est un peu comme si on avait une sorte de sac de billes et quand on penchait un récipient rempli de billes, et ben les billes glissent les unes sur les autres et on peut ainsi transvaser les billes d'un récipient à un autre. Et bien c'est la même chose pour un liquide. Donc ce qui explique que le liquide n'a pas de forme propre et s'adapte au récipient dans lequel on le place. Et le fait que les molécules, enfin les atomes soient très rapprochés, explique le fait que le liquide va être quasiment incompressible, puisqu'il y a déjà très peu d'espace entre les différentes particules, donc c'est très très compliqué. On peut y arriver un petit peu, c'est ce qui va expliquer l'augmentation du niveau des océans avec le réchauffement climatique, mais ça va être extrêmement faible comme variation au niveau de la compression ou de la dilatation d'un liquide. Alors à l'inverse, un gaz, euh, les particules vont être très éloignées les unes des autres, avec de grands espaces vides entre elles. Donc elles sont toujours en mouvement, un peu plus agitées d'ailleurs que dans un liquide, et elles vont surtout avoir de grands espaces vides, donc il va être possible de comprimer très facilement, beaucoup plus que pour un liquide,
donc un gaz, ou même de le dilater, donc lui donner plus d'espace. Alors maintenant, pour la description macroscopique d'un fluide. Donc macroscopique, c'est à notre échelle. Alors en réalité, il est impossible de connaître le comportement de chaque particule. Il y a des milliards de molécules dans un verre d'eau, donc on ne peut pas connaître la position de chaque molécule d'eau, sa vitesse, sa trajectoire. Ça n'est pas descriptible, même sur des très grands ordinateurs, des très grands calculateurs. La seule chose qu'on peut faire, c'est mesurer des grandeurs qu'on va appeler macroscopiques et qui sont mesurables à notre échelle. Donc ces grandeurs macroscopiques vont dépendre du comportement microscopique des particules. Alors on en a trois. On a la masse volumique, la température et la pression du fluide. Donc leur évolution va s'expliquer par la description microscopique de ces particules. Alors tout d'abord la masse volumique. Donc la masse volumique, je vous rappelle qu'elle est notée ρ, c'est une lettre grecque. Alors cette masse volumique va être liée au nombre de particules par unité de volume. Alors l'unité de volume qu'on utilise, l'unité légale, c'est le mètre cube. Donc la masse volumique va être liée au nombre de particules qu'il y a dans un mètre cube. Donc plus il y a de particules, plus la masse de ces particules va être importante et donc plus la masse volumique va être importante. Donc elle va se mesurer en kilogrammes par mètre cube dans les unités légales. Alors j'ai mis en remarque qu'en chimie, il existe d'autres unités. On utilise souvent le gramme par millilitre, puisque les volumes sont souvent mesurés en millilitres. Et j'ai mis en rappel également la formule qui permet de calculer la masse volumique. C'est une masse par volume, donc une masse divisée par un volume, avec une masse volumique en kilogrammes par mètre cube, donc la masse sera en kilogrammes et le volume en mètre cube. Alors, cette masse volumique étant liée au nombre de particules par unité de volume, il est tout à fait logique que les masses volumiques pour les liquides soient plus élevées que celles pour les gaz. Pourquoi? Puisque dans un liquide, on a vu précédemment que les particules sont très proches les unes des autres. Donc si elles sont très proches, ça veut dire que dans un mètre cube de liquide, j'en mets beaucoup plus que si j'avais un mètre cube de gaz, puisque dans un gaz, elles sont beaucoup plus éloignées les unes des autres. On va avoir par conséquent que la masse volumique des liquides est bien supérieure à celle des gaz. Ce qu'on observe là dans les exemples qui sont donnés, les valeurs ne sont pas à savoir, à part peut-être celle de l'eau qui revient très souvent. 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg, ce qui fait que quand j'ai 1 mètre cube d'eau, j'ai 1000 litres, donc j'ai 1000 kg. Donc la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Donc on constate que ici j'ai des gaz, de l'air à 0 degré, de l'air à 20 degrés, de l'hélium, et ici on a des liquides, l'eau, l'éthanol, la glycérine. Donc on constate que j'ai la même unité, 1 kg par mètre cube dans les deux cas, et pour les gaz, je suis de l'ordre de 1 kg par mètre cube, un peu plus, un peu moins. Alors pour l'hélium, qui est un des gaz les plus légers, on est même beaucoup plus faible. Et dans les liquides, on est de l'ordre de 1000 kg par mètre cube, donc 1000 fois plus. Qu'on soit un peu plus ou un peu moins, on est dans cet ordre de grandeur de à peu près 1000 fois plus grand que les masses volumiques des gaz. Alors vous constatez, dernière petite remarque, que l'air à 0 degré et l'air à 20 degrés n'a pas la même masse volumique, que l'air à 20 degrés a une masse volumique plus faible qu'à 0 degré. La raison, elle est toute simple, c'est parce que l'agitation thermique, on va voir qu'elle augmente avec la température. Donc plus il y a d'agitation thermique, plus les molécules dans l'air, par exemple, se percutent et donc vont être plus éloignées les unes des autres que quand on est à 0 degré. Donc ce qui fait que dans un mètre cube, on met moins de particules qu'à 20 degrés qu'à 0 degré. Donc la masse volumique est plus faible.
Alors, la température d'un fluide va être liée à la vitesse de ses constituants, c'est-à-dire la vitesse des particules, que ce soit des atomes ou des molécules. Alors, on a le lien suivant qui est que plus la température est grande, plus la vitesse des particules est importante. Donc, en fait, quand la température augmente, les particules bougent plus vite. Plus la température augmente, plus ces particules vont accélérer, en fait. Alors, pour quand même se rendre compte de l'ordre de grandeur de cette vitesse, alors on a 20 degrés dans l'air, donc la vitesse moyenne des molécules constituant l'air est d'environ 500 mètres par seconde, c'est-à-dire quand même 1800 km/h. Donc elles vont extrêmement vite. Alors c'est une vitesse moyenne en plus, ça veut dire qu'il y en a qui vont beaucoup moins vite, mais il y en a qui peuvent aller plus vite que cette vitesse-là. Alors à 100 degrés, si vous chauffez de l'air à 100 degrés, on atteint 600 mètres par seconde. Alors on peut se poser la question de plus on augmente la température, plus cette vitesse des particules augmente. Alors comme on va le voir, la température peut être aussi élevée qu'on veut, c'est-à-dire que la vitesse des particules peut augmenter jusqu'à une certaine limite, bien sûr, sans dépasser la vitesse de la lumière. En réalité, après une certaine température, comme dans le cœur des étoiles, on a une modification de l'état, donc l'état fluide va devenir en fait plus un plasma, donc les électrons vont se séparer des noyaux et former une sorte de mer d'électrons dans laquelle on a des noyaux qui se promènent. Alors, à l'inverse, si on refroidit un fluide, on peut se poser la question jusqu'à quelle température on peut aller. Eh bien, c'est tout simple. Puisque la température est liée à la vitesse, eh bien, la température la plus basse, c'est quand la vitesse est égale à 0. Et effectivement, quand il n'y a plus mouvement de molécules, on obtient la température la plus basse possible et qui a été calculée, qui a été mesurée, qui est de moins 273,15 degrés Celsius. Donc ça, c'est une limite basse. Donc la matière ne peut pas, en théorie, aller en dessous de cette température, puisqu'elle correspond à l'absence de mouvement des particules. Alors, pour éviter d'avoir des températures négatives, ce qui peut être toujours embêtant dans des formules dans lesquelles la température intervient, on a instauré une nouvelle échelle de température. Donc, les physiciens ont pris en compte ce moins 273,15 degrés et on l'a tout simplement donné comme valeur 0, alors avec une nouvelle unité qui va être le Kelvin. Alors symbole, grand K, majuscule. Alors majuscule parce que c'est en hommage à un scientifique qui s'appelle William Thomson, alors qui a été anobli avec comme nom Lord Kelvin. Donc l'unité de cette température vient de là. Et on n'a pas besoin d'autres lettres, que le K, ça n'existe pas dans d'autres unités. Donc c'est exactement la même échelle que celle des degrés Celsius. Ça veut dire que 1 degré Celsius égale 1 Kelvin. Mais elle est décalée vers le bas de moins 273,15 unités. Donc ici, pour mieux comprendre ce Kelvin, vous avez une petite image qui explique bien les choses. Donc à 0 degré, on est déjà en Kelvin à 273,15 Kelvin. Sachant que à 0 Kelvin, on est à moins 273,15 degrés. Alors, pour bien différencier degrés Celsius et Kelvin, la température en degrés Celsius va être notée θ. Donc, ça ressemble à un O majuscule. Pour ne pas la confondre avec la température grand T qui, elle, se mesure en Kelvin. Alors, attention, je fais la remarque, depuis tout à l'heure, je dis bien Kelvin et non pas degré Kelvin. Comme c'est une température absolue, on ne dit pas degré. Alors, pour passer de l'une à l'autre, il n'y a qu'un décalage,
comme vous pouvez le voir, hein, sachant que 0 degré égale 273,15 Kelvin, on a une simple addition ou soustraction suivant le sens dans lequel on va. Donc la température T en Kelvin est égale à θ en degrés Celsius plus 273,15 degrés. Plus 273,15. Donc par exemple, à 0 degrés Celsius, je fais 0 plus 273 et j'ai 273 Kelvin. Parfois on omet le 0,15 quand on veut une valeur un peu plus approximative. Alors si je prends 25 degrés Celsius, je vais faire 25 degrés Celsius plus 273 et je vais avoir 298,15 Kelvin. Alors pour 0 degré, j'ai 0 plus 273,15, donc je vais avoir 273,15 Kelvin. Alors, la température notée grand T, si on résume, elle va être liée à l'agitation des particules. Alors, comme c'est une agitation liée à la température, on l'appelle également l'agitation thermique. Et cette température s'exprime en Kelvin, ça c'est l'unité officielle, donc symbole grand K. Et comme elle est liée à l'agitation des particules, plus la température est élevée, plus les particules sont agitées, donc plus leur vitesse moyenne va être importante. Alors, à cause de cette agitation thermique, si on a des particules qui sont enfermées dans un flacon, ces particules vont venir percuter les parois du flacon. Et elles vont donc pousser, exercer une petite force sur la paroi du flacon, et cette force va être à l'origine de ce qu'on appelle la pression. Donc ici, pour compléter le texte, les particules d'un fluide entrent constamment en fait en collision, donc avec les parois du récipient qui le contient, et ces chocs sont à l'origine, donc ce que j'ai dit, d'une action mécanique, hein, d'une petite force qui est exercée par le fluide sur la paroi, et ça va être à l'origine de cette notion de pression. Donc en réalité, la pression va être liée aux forces qui s'appliquent sur les parois d'un récipient. Alors, qu'il y ait un récipient ou non, on a aussi une pression à l'intérieur du flacon, hein, au niveau des particules. Elles sont visibles sur les parois d'un récipient, mais les particules rentrent en collision aussi les unes avec les autres à l'intérieur même du récipient. Donc cette pression d'un fluide va être notée P et elle va rendre compte de la fréquence des chocs des particules. Donc plus il y a de chocs, donc a priori plus les particules sont agitées, donc plus la température est importante, on va encore avoir un lien encore ici, donc plus la pression sera importante. Donc cette pression va se mesurer en pascal. Alors le symbole est PA, donc P majuscule, A minuscule. Alors ça rend hommage aux travaux de Blaise Pascal sur les fluides et sur la pression, donc vous avez une petite illustration ici. Alors on met bien une deuxième lettre, hein, puisqu'on a déjà la pression qui se note P, donc c'est pour ne pas confondre avec la notation de la pression. Alors on verra après qu'il y a beaucoup d'autres unités qui sont utilisées pour la pression. Alors ça va se mesurer avec un manomètre. Alors parfois on dit aussi un pressiomètre, hein. On a les deux noms d'appareils de mesure qui existent. Alors pour le lien avec les particules, avec la pression, c'est plus la pression est élevée, plus la fréquence des chocs sur la paroi est importante. Donc plus ces particules vont exercer une force importante, hein, et on fait la moyenne de toutes ces forces et on va obtenir la pression. Alors les autres unités de la pression sont l'hectopascal. Alors l'hectopascal, ça n'est qu'un multiple du pascal, donc vous avez un hectomètre égale 100 mètres, donc 1 hectopascal égale 100 pascal, hein, 10 puissance 2 pascal. Alors c'est vrai que c'est souvent utilisé en météorologie, et c'est un point où on n'utilise en fait quasiment jamais le pascal tout court, hein, c'est très souvent l'hectopascal. Alors attention, il faut savoir la conversion, puisque dans les formules qu'on va voir, dans lesquelles la pression intervient, cette pression doit impérativement être convertie en pascal. C'est l'unité officielle. Alors on utilise aussi le bar, donc symbole bar. Là, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop cassé la tête pour le symbole.
Donc 1 bar, ça correspond à 10 puissance 5 pascal, donc 100 000 pascal, ce qui correspond aussi à 1000 hectopascal. Et on a, encore une fois, l'atmosphère. Alors l'atmosphère symbole ATM, et donc une atmosphère, c'est 101 325 pascal. C'est très précis, hein, ça correspond à peu près à 1 bar. En réalité, c'est 1,013 bar si on arrondit. Alors cette atmosphère, elle correspond à une référence à l'atmosphère terrestre, donc c'est la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer, puisque bien sûr, si vous montez en altitude, la pression n'est pas la même. Donc on a pris un point de repère qui est au niveau de la mer et on a mesuré une pression moyenne, puisque cette pression dépend évidemment du temps qu'il fait, hein, suivant si on est en anticyclone ou en dépression, on n'a pas la même pression atmosphérique, mais c'est une pression moyenne. Alors, vous avez la pression atmosphérique moyenne, hein, qui est souvent utilisée, donc la valeur sera rappelée, hein, donc la pression atmosphérique c'est 1013 hectopascal, donc 1,013 bar. Et il existe beaucoup d'autres unités, ça ne manque pas. Donc vous avez le millimètre de mercure qui se note mm comme millimètre, Hg comme le symbole du mercure dans la classification. Alors encore appelé torr. Alors c'est en hommage au physicien italien Evangelista Torricelli. Donc 1 millimètre de mercure c'est un torr, donc 133,3 pascal. Donc tout ça évidemment n'est pas du tout à se connaître par cœur, hein. Alors pourquoi le millimètre de mercure? Eh bien, tout simplement parce que les baromètres, qui permettaient de donner la pression atmosphérique, étaient des colonnes de mercure, des petits cylindres dans lesquels on avait du mercure, qui se dilataient plus ou moins suivant la pression atmosphérique, et donc le niveau du mercure dans le tube montait plus ou moins, en indiquant la pression atmosphérique. Et donc ça se mesurait en cette longueur de mercure qui montait dans le tube se mesurait en millimètres de mercure. Alors vous avez le PSI, alors de l'anglais pound per square inch, j'ai fait de mon mieux, donc qui veut dire livre par pouce carré, donc toujours des unités très simples, hein. Donc c'est très utilisé souvent pour les pneus de voiture, hein, dont l'unité va être parfois indiquée sur les pneus en PSI. Donc voilà, vous avez une équivalence avec le pascal, qui n'est bien sûr pas à connaître. Alors dans cette partie, on va voir la définition de la force pressante, qui concerne tous les fluides, donc les liquides et les gaz. Alors, ces fluides, liquides ou gaz, quand ils sont contenus dans un récipient, ils vont exercer une force sur le bord du récipient qui va s'appeler la force pressante. Et cette force pressante, on la représente par un vecteur, donc par une flèche, et cette flèche, elle va toujours être perpendiculaire à la paroi du récipient et diriger du fluide vers l'extérieur. Donc par exemple, là si vous avez de l'air dans un ballon, l'air qui va être ici va appuyer sur le ballon de manière perpendiculaire à la paroi du ballon. Et cette perpendiculaire, quand on est ici, la paroi du ballon, elle est comme ça, et bien l'air qui est ici, à cet endroit-là, va pousser la paroi du ballon vers l'extérieur, donc à la perpendiculaire de la paroi, donc dans cette direction. Alors l'air qui est ici, encore une fois, va exercer une force sur la paroi du ballon et va exercer cette force à la perpendiculaire du ballon, donc dans cette direction-là. Alors on peut se rendre compte tout simplement que cette force est perpendiculaire à la paroi, puisqu'il suffit de prendre une bouteille en plastique remplie d'eau, de percer un petit trou en bas de la bouteille sur la face extérieure, et vous allez avoir l'eau évidemment qui va sortir en jet, et elle va sortir de manière perpendiculaire à la surface de la bouteille. Alors ça évidemment ça marche quand il y a assez de pression, hein. Quand la pression s'annule, on a des effets de bord qui font que c'est plus tout à fait perpendiculaire. Donc
on a une formule entre la force, donc une force, ça s'exprime en newton, et la pression à l'intérieur du récipient. Plus la pression est importante, plus cette force sera importante, forcément. Plus le fluide exerce une pression importante sur la surface de la paroi, plus la force exercée sera importante. Donc, elle est directement proportionnelle, donc la force grand F est égale à P fois grand S. Donc, F, c'est la norme de la force. Alors, la norme, c'est-à-dire que c'est pas en vecteur, c'est sa valeur, en fait, donc en newton. P, c'est la pression en pascal, unité officielle, et S, la surface de la paroi en mètres carrés, encore une fois, unité officielle. Alors, si on cherche à obtenir la pression dans un exercice, alors on divise des deux côtés par S, voilà, et de ce côté-là de la formule, le S apparaît au numérateur et au dénominateur, donc il se supprime, et on a la formule P égale F divisé par S. Donc la force en newton et la surface en mètres carrés. Donc si je regarde les unités, si je fais 1 divisé par 1, si je donne 1 à toutes les valeurs, donc une pression de 1 pascal correspond à une force de 1 newton exercée sur 1 mètre carré. Donc on donne 1 à chaque valeur, à F, à S et à P, donc on a cette équivalence-là. Alors elle a certaines conséquences, parfois inattendues. Si vous prenez la pression atmosphérique, par exemple, donc moyenne au niveau de la mer, on a 1013 hectopascales. Alors si je convertis en pascal, je rajoute 2 zéros. Ici, donc ça fait 100 à 1300 pascal. Donc ça correspond, puisque 1 pascal c'est une force de 1 newton sur 1 mètre carré, ça veut dire que l'air va exercer sur toute paroi autour de lui une force de 100 à 1300 newtons sur une vitre de 1 mètre carré, puisqu'on a 100 à 1300 pascal. Une force de 100 à 1300 newtons, c'est l'équivalent d'un objet qui aurait une masse d'environ 10 tonnes. Donc l'air extérieur, si vous avez une vitre devant vous, cet air exerce une pression qui correspond à une masse de 10 tonnes sur la vitre. Alors, il est évident qu'on peut se poser la question comment la vitre n'explose pas, puisque 10 tonnes sur une vitre, ça casse évidemment. Eh bien tout simplement parce que sur cette vitre, vous avez la même force des deux côtés. Donc c'est comme si, imaginez que vous ayez la vitre qui est comme ça, eh bien l'air qui est de ce côté-là de la vitre exerce une force correspondant à une masse de 10 tonnes, et de l'autre côté, on a exactement la même chose, 10 tonnes de l'autre côté aussi. C'est comme si vous preniez un livre, que vous le serriez entre vos deux mains avec la même force, eh bien elle ne bouge pas, d'accord? Et alors les molécules de la vitre résistent quand même à 10 tonnes de chaque côté, mais la vitre n'explose pas. Par contre, dans l'espace, évidemment, quand on envoie une fusée, c'est plus du tout la même chose, puisqu'on a l'air à peu près à la pression atmosphérique à l'intérieur de la fusée, et à l'extérieur, on a du vide. Donc si on met des hublots, dans la Station spatiale internationale par exemple, ils ont intérêt à être très solides et très épais pour résister à cette pression. Alors, vous avez ici deux petites applications de cette formule, donc je vous invite à mettre en pause pour essayer de faire ces petites applications, en faisant attention aux conversions d'unités s'il y en a, en écrivant bien la formule, le calcul et le résultat avec l'unité. Alors pour le premier, donc un fluide, pas la peine de préciser si c'est un liquide ou un gaz, peu importe, ça marche pour les deux. Donc exerce une pression de 8,0 hectopascal et il est en contact avec une paroi de 4,0 m². Donc il faut calculer la force pressante exercée sur cette paroi. Donc on applique la formule F égale P fois S, mais attention, on a bien une surface en mètres carrés, par contre la pression n'est pas en pascal, donc il faut d'abord la convertir. Alors, en rajoutant 2 zéros, donc 8 hectopascal, ça fait 800 pascal. Donc là, je garde les deux chiffres significatifs, donc je me contente de rajouter x 10 puissance 2. Après, j'applique la formule F égale P fois S.
Donc 8,0 fois 10 puissance 2 fois 4 mètres carrés, 4,0. Et je donne le résultat avec deux chiffres significatifs, donc 3,2 fois 10 puissance 3 newtons, ce qui fait 3200 newtons. Alors, la deuxième petite application, on a une paroi cette fois de 30 mètres carrés qui subit une force pressante de 3,0 fois 10 puissance 6 newtons. Donc, calculer la valeur de la pression du fluide. Alors là, je vérifie d'abord les unités, j'ai bien des mètres carrés et des newtons, donc pas de conversion d'unité à faire, je peux appliquer directement la formule. Donc P égale F sur S, cette fois c'est la pression qu'on demande. Donc 3,0 fois 10 puissance 6 divisé par 30 mètres carrés, et on trouve, avec deux chiffres significatifs, 1,0 fois 10 puissance 5, et ce sera en pascal. Ce qui fait 100 000 pascal, donc 1000 hectopascal.